Bienvenue aux lectures de Gangweus, notre rendez-vous habituel autour des littératures du Sud. Cette émission est conçue comme un focus autour d'une œuvre littéraire en présence de son auteur. Elle est le prolongement des activités du blog littéraire chez Gangweus. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'échanger autour d'un roman, Confession d'une sardine sans tête, du romancier congolais Guy-Alexandre Sounda. Guy-Alexandre Sounda, bonjour. Bonjour, très cher. Alors, il s'agit on parle là de votre deuxième texte, premier roman. Vous aviez publié il y a 4-5 ans, je crois, Le fantôme du quai d'en face, aux éditions Dédicace, que j'avais eu le plaisir de lire déjà à l'époque, et où il était déjà question de papotage sérieux. Nous essayons de faire un lien entre les deux textes. Je vous invite à découvrir la présentation qu'a fait de votre roman Razfani Mwanakongo, critique littéraire. Amis lecteurs, bonjour. Alors, les hommes de théâtre, les hommes de scène, les comédiens à proprement parler, sont dotés de cette faculté créative, une sorte de fantaisie qui fait qu'ils prennent beaucoup de liberté dans la construction des schémas narratifs qu'ils sont amenés à proposer au public. Alors, ouvrir un livre rédigé par un homme de théâtre, un homme de scène, c'est aller à la rencontre de personnages vivants. C'est plonger de plein pied dans une œuvre, dans un livre où le dialogue l'emporte clairement sur le récit, où le dialogue prime. Et c'est ce qui se passe avec ce livre paru aux éditions Sur le fil, Confession d'une sardine sans tête de Guy-Alexandre Sounda, un auteur congolais qui est homme de théâtre, homme de scène et comédien également. Il est aussi poète. Alors l'histoire, elle, se déroule à Paris. Elle est celle de Mortimer Batoza, c'est comme ça que notre homme se fait appeler, le narrateur de ce récit, qui est en fait un monologue. Donc c'est bien l'immigré subsaharien qui est conduit à un soir où il a une attitude des plus bizarres dans un centre médico-psychologique. Et il se confie sous l'œil observateur d'un écouteur assermenté. Et donc c'est à une poupée russe qu'il parle, une figurine muette qu'il a trouvée un jour dans un parc ou un jardin et qui est pour lui devenue une amie, une oreille attentive. Alors, Batoza est vraiment le parfait cas d'école psychiatrique. Il est en proie à une névrose profonde, à des hallucinations formidables, à une sorte de délabrement mental. Alors, il explique qu'il raconte sa vie, mais il souffre aussi d'une sorte de folie clairvoyante. C'est ce qui effectivement rend le personnage intéressant, puisqu'il y a quand même un brin de lucidité dans toutes les histoires qu'il raconte et des analyses qu'il livre sur les événements qu'il a vécus. On comprend à travers les confidences qu'il fait effectivement son parcours chaotique, l'événement effectivement tragique qui aura ébranlé sa jeunesse et l'a entraîné dans les sinistres sentiers qu'il va plus tard emprunter. Donc l'homme effectivement se confie. C'est un ancien milicien de guerre qui a du sang sur les mains et qui est hanté par les fantômes des êtres dont il a sinistrement ôté la vie. Alors Batoza est un bavard, il est bavard à l'extrême, il est bavard jusqu'à l'agacement. Il parle effectivement de ses déboires amoureux, il revient sur les femmes qu'il a aimées, celles qui l'ont malmené et celles pour lesquelles il est resté un éternel incompris. Alors, il y a tant à dire sur ce livre, tellement effectivement les thématiques abordées sont nombreuses. On parle de guerre, on parle de construction de soi, de tentative effectivement de reconstruction personnelle. Mais ce qu'on retiendra surtout de ce récit, c'est vraiment le temps. La liberté de temps employée par l'auteur et aussi effectivement cette pointe d'originalité qui caractérise finalement les hommes de théâtre. Alors Guy-Alexandre Sounda livre avec ce roman effectivement une œuvre original qui effectivement séduira tous les amoureux de poésie et de belles lettres. Moi, c'est un livre qui m'a touchée, qui m'a agacée quelque peu parce qu'effectivement, la narration, elle est très vive, elle est très dynamique. On va très loin, on va beaucoup dans le détail. Et comme je suis quelqu'un, effectivement, j'aime les choses brèves, j'ai quelque peu été agacée. Cependant, effectivement, il y a un côté original. La plume, la verve est dynamique, l'œuvre est originale. Et Guy-Alexandre Sounda me rappelle un peu un auteur congolais que j'ai eu l'occasion de découvrir, qui est également un homme de scène, Julien Bissila. Ils ont à peu près la même plume dynamique et très originale. C'est un livre que je recommande. Effectivement, c'est un auteur à découvrir et qui n'a pas fini de nous surprendre. Alors, Guy-Alexandre Sounda, comment vous réagissez à cette présentation complète de
confession d'une sardine sans tête. Ben, je suis très surpris, par ailleurs très touché aussi, en tout cas de la lecture que notre cher ami fait de cette œuvre-là, en tout cas de ce personnage, du moins. Mais en même temps, je m'incline. Je reconnais évidemment que là, il y a des éléments quand même qui structurent évidemment, qui structurent le personnage et les lignes, enfin, disons les sentiers, les chemins que j'empruntais pour pouvoir le broder, ce personnage. Et évidemment, là, toujours à la frontière entre la lucidité et la folie. Vous voyez, c'est évidemment, comme on dit, ce personnage donne à la fois nous donne à voir, mais nous donne à voir peut-être ce qui est arrivé, ce qui arrivera, mais ce que nous sommes nous-mêmes. Parce que on dit que, en une journée, des fois, on passe des moments de folie, des moments d'égarement, des moments parfois de perdition, comme on dit. Mais comme on vit dans une société où, des fois, les gens ne se regardent plus, les gens ne se font plus attention, en tout cas, à ce qui se passe autour, tellement qu'on vit en nous, toujours en nous. Et donc, des fois, c'est difficile de se rendre compte que la personne qui est en face de moi, eh bien, il a comme ça un moment d'égarement, un moment de presque, on va dire, des moments où les gens sortent d'eux-mêmes. Et ce personnage-là, par rapport à ce qu'elle vient de dire, justement, notre chère amie, eh bien, ce personnage-là est là pour nous rappeler que, en fait, ce parcours qu'il fait, c'est à la fois un parcours qui est toujours à la lisière. Ce qu'on appelle folie, évidemment, ça peut être aussi quelque chose de clairvoyant, c'est aussi une clairvoyance. Clairvoyance, des choses qu'on n'approche plus, ou on n'ose plus, en tout cas, toucher. Alors, moi, je vous suis, en même temps, je ne vous suis pas, parce que on n'est pas à la lisière de la folie. Là, au niveau de la manière dont vous abordez le personnage de Fabius Mortimer Bartosa, on est dans la folie profonde. Ben ça, et on n'est pas sur des épisodes de folie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui amène à cette folie et finalement comment et tout l'enjeu de ce roman, et c'est ce que dira Fanny, c'est la puissance avec laquelle on arrive à restituer une âme, l'état d'une âme déstructurée. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, que en effet, il doit y avoir certainement de l'observation et de l'empathie. Voilà. De l'observation parce que on n'observe pas assez. Vous voyez, on est toujours en train de courir. On est toujours en train de penser à soi qu'on a oublié d'observer autour de nous ce qui se passe. Et aussi de l'empathie parce qu'il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes en train de boire ou en train de manger votre sandwich, mais il y a l'autre qui est à côté. Vous voyez, chaque fois cette capacité-là ou bien cette possibilité que l'on se donne, parce que cette possibilité que l'on se donne de pouvoir être à la place de l'autre, de ressentir ce que l'autre pourrait vivre à un moment X ou à un moment, ou un événement pour un événement Y. Vous voyez, c'est un petit peu ça qui nous amène, parce que bon, le personnage n'est pas moi, en tout cas. Mais je me suis mis, peut-être le temps du roman, je me suis mis à la place de celui-là qui aurait pu, ou bien qui pourrait vivre une telle situation qui est très dramatique, catastrophique. Et moi, par rapport à ma position d'auteur, donc de créateur, donc d'imaginateur, si j'ose le dire, d'imaginateur de situations qui peuvent survenir, en tout cas dans la vie d'un homme, eh bien, je suis parti du fait que ce que j'ai vu dans ma jeunesse, ce que j'ai vu pendant mes voyages, ce que je continue à voir aujourd'hui, ce que je continue à entendre,
que ce soit par la voie de la presse, par la voie, en tout cas par la voie, on va dire, par mes amis, par ma famille, dans le domaine politique, des trucs comme ça, un peu par rapport à la guerre, de ce qui s'est passé chez nous, eh bien, j'ai essayé de construire cet homme-là, qui n'existe peut-être pas, mais qui a peut-être existé. Donc c'est de construire à travers mes ressources, à travers mes moyens de comédien, mes moyens d'artiste, enfin mes moyens de metteur en scène, donc de construire cet homme-là, qui est avant tout un personnage un personnage, avant tout, avant d'être on va dire une matière à récit, c'est avant tout quelqu'un. Quelqu'un qui aurait pu être mon copain, mon ami, mon frère. Alors, on va lire votre texte et c'est Dominique Hirodépris qui va le lire. Confession d'une sardine sans tête, Guy Alexandre Sunda. Bienvenue dans mes bras, chère petite. Que faisais-tu sous ce gradin, au milieu des mégots et des canettes? Il devait avoir la tête dans les nuages, celui qui t'a oublié là. On n'oublie pas une poupée russe en porcelaine vêtue de soie. Je m'appelle Fabius Mortimer Bartosa. Et toi? Cette nuit, je célèbre mon anniversaire. Je veux dire toute la nuit, jusqu'à demain matin à 8h moins 10. Pourquoi 8h moins 10? Je suis né un samedi 5 juillet à cette heure-là. J'aurai 30 goyaves, l'âge que venait d'avoir papa au moment de mourir d'une balle de 10 grammes dans le crâne. Quoi? C'est une trop longue histoire qu'en une minute je ne peux pas te raconter. On verra plus tard. Ah, tu trouves que je fais genou? Merci. C'est que j'ai la peau dure. Tout glisse sur mon corps. Les années, les saisons, la dépression, les papillons noirs, la mouscaille, les exaspérations. Ce n'est pas donné à tout le monde. Avoir 30 poires dans le gosier sans une seule bouffe-fissure, c'est un bel exploit. Les gens de mon âge que je vois sur les terrasses des cafés font tous user. Il y en a qui ont la tronche déboutonnée et d'autres des jambes qui vacillent. Tous veulent savoir comment je fais pour être aussi flambant et félin. Je leur réponds toujours que c'est grâce à la rumba et au rhum ambré. Parce que la rumba, ma chère petite, te fait respirer le nombril. Un nombril qui respire est une âme qui pétille. Et le rhum ambré t'apporte des fibres inaltérables dans les guiboles. Beaucoup ne me croient pas. Ils disent que je délire. J'en ris. Ils ignorent simplement qui est Fabius Mortimer. Il vient du Gombo, petit pays de 4 millions d'âmes qui se bourrait la gueule du soir au matin dans les boîtes à rumba où les bambins fabriquaient des fontaines à eau avec des bouteilles de rhum vides. Quoi? Tu n'en as jamais entendu parler? Ça ne me surprend guère. Même sur la carte, on ne le voit que difficilement. Il faut froncer les sourcils et cligner les yeux. On en devient presque myope. De loin, on le prenait pour un insignifiant point noir que par étourderie, les cartographes auraient griffonné entre les ravins gabonais et les collines angolaises. J'ai longtemps considéré que nous n'étions qu'une erreur de cartographe. Mais quand nous faisions courtiser, je reprends. Je suis à la fin, mais je reprends. De loin, on le prendrait pour un insignifiant point noir que par étourderie, les cartographes auraient griffonné dans les ravins gabonais et les collines angolaises. J'ai longtemps considéré que nous n'étions qu'une erreur de cartographe, même quand nous nous faisions courtiser à longueur de temps par les courtiers du monde entier pour nos puits de pétrole et nos gorges de diamants. Confession d'une sardine sans tête, Guy Alexandre Sunda. Donc nous avons lu une séquence et on est un petit peu sur... c'est pas tout à fait l'incipit puisqu'il y a une note introductrice avant, mais on est sur la première observation de Fabius Mortimer. Alors on est dans un hôpital psychiatrique et il y a une sorte d'interne comme ça qui vient pour observer un petit peu le cas de ce patient. Et là, on est dans
dans la description de cet homme dont on va narrer progressivement l'histoire. Il y a deux narrations dans le texte. Il y a la prise de parole de Fabius Mortimer, qui est au cœur de la narration, mais il y a aussi donc le regard de ce psychiatre, voilà, qui est au début et qui est à la fin du texte. Parlez-nous du processus de création, mais surtout de comment vous avez mis en scène la prise de parole de Fabius Mortimer et de ceux qui l'observent. Tout d'abord, je suis parti sur un constat, toujours. Un constat qui est tout simple. Sur l'incommunicabilité, de façon générale, je parlerai de façon générale, que on ne se parle plus. Enfin, on ne se parle plus. Ou du moins, si on se parle, on ne s'écoute plus. De jour, chacun, c'est comme je disais, chacun court derrière ses lièvres, après ses lièvres. On va dire ça comme ça. Et donc, pas le temps de s'occuper des lièvres des autres, en tout cas. Et donc, je suis parti de cet aspect-là pour aussi soulever cette forme de misère, de misère humaine. Il y a tant de paroles qui souffrent d'être écoutées. Tant de paroles, tant de mots avec M-A-U-X, qui souffrent d'être écoutés. Donc, je suis parti de là pour essayer de créer ce personnage qui n'a d'autre tâche que celle d'écouter les gens. Et donc, en fait, il faut le voir comme une métaphore de cette forme de société. Finalement, où il y a un grouillement, on va dire, c'est tout le monde parle à la fois, et personne n'écoute personne. Et donc, j'ai mis en scène ce personnage pour essayer d'avaler, d'écouter les bruits du monde, les misères ou les catastrophes, en tout cas, tout ce qui fait vivre, tout ce qui fait courir les gens. Et donc, ce personnage de Fabius Mortimer Bartosa, il arrive à un niveau où il a tout fait pour parler. Il a tout fait. Il a vécu ça fait 30 ans qu'il dit la même chose. C'est autant dire que c'est devenu répétitif. Et c'est comme une récurrence comme ça. Et donc, jusqu'à tomber sur les oreilles, on va dire, de ce personnage qui est très jeune, et qui vient de commencer, et qui pensait en avoir suffisamment entendu, qui pensait en avoir suffisamment vécu à travers ses bouquins, à travers ses lectures. C'est quelqu'un d'assez carré, c'est quelqu'un qui a étudié, qui a des diplômes, et qui, voilà. Donc, mais là, il se retrouve devant quelqu'un qui lui raconte, mais complètement ailleurs, qui parle en français, mais qui parle une histoire qui convoque non pas simplement l'intellect, mais qui convoque ce qui lui arrive très peu d'utiliser, c'est-à-dire que son émotion. Et là, l'histoire donc de Fabius convoque cette émotion-là, plutôt ce côté ce côté affectif qui fait que l'on s'arrête, que l'on puisse écouter l'histoire de quelqu'un. Et donc, ces deux solitudes qui se rencontrent le temps d'une histoire, la solitude de ce jeune homme qui vit seul chez lui, qui n'a pas de copain, qui n'a pas de copine, et qui va une fois par mois voir ses parents, avec qui il lise des livres, à qui il apporte des gâteaux et des fleurs. Et voilà deux solitudes qui se retrouvent et qui vont faire chemin ensemble en quelque sorte. Mais comme Fabius Mortimer Bartosa ne parle pas, et donc l'écouteur se propose de traduire la parole de Fabius Mortimer Bartosa, de la continuer, de la compléter presque. Et c'est un peu ça, donc je parlais de la métaphore sur l'incommunicabilité, c'est juste ça. Donc on revient toujours à l'empathie. Prendre la parole de l'autre, la compléter, la comprendre, la pousser plus loin, pour lui donner chair, pour lui donner quelque chose qui soit un peu visible aux yeux du monde. Parce que ce dont souffre Fabius Mortimer Bartosa, c'est le fait qu'on ne prête pas attention à
à son déboire, à ses malheurs. La preuve, un jour, il a dit à son médecin, un médecin traitant, il dit que j'ai tué des gens et tout ça. Il dit, mais non, mais arrête, t'as pas la tête d'un tueur. Vous voyez, ça, c'est des choses, et ça, c'est dit, mais c'est pas possible. Et à quoi ressemble la tête d'un tueur? Alors, voilà. on va avant d'avoir les premières questions de nos interlocuteurs, le shérifa, juste parler un petit peu du discours de Fabius Mortimer Bartosa. Retenez bien ce nom, Fabius Mortimer Bartosa, c'est un fou. Et tout de suite, on a en fait on a le parcours d'un immigré. Alors, on commence par une première strate, le parcours d'un immigré, un homme qui raconte un peu ses déboires. Il a été sorti d'une maison où il habitait avec une femme, et donc le processus de narration commence d'abord par les chamailleries qu'il a vécues avec cette dame, les compromis qu'il a fait, et puis la dispute de trop, et puis finalement on pense qu'on va avoir là une discussion avec un sans-abri. Il y a une histoire d'un sans-abri qui fait écho à un autre texte que vous avez publié, le Fantôme du quai d'en face, et dont j'ai pensé d'ailleurs que finalement les Confessions d'une sardine sans tête est la suite de ce texte. Donc, dans un premier temps, on est plutôt sur l'exclusion, la marginalité du sans-papier et ainsi de suite, et on part dans cette direction. Oui, alors, tout d'abord, alors, il faut le prendre, c'est des couches. Voilà, j'ai écrit une histoire avec des couches, c'est pas pour rien que j'ai mis, c'est pas pour rien qu'il parle à une poupée russe. Ouais, ce qu'on appelle le poupée russe, vous voyez, c'est toujours des histoires qui s'enchaînent, ça ne finit jamais. Voilà, donc c'est symboliquement, voilà, c'est ça. Et donc, il parle, et donc c'est des couches. Et la première couche qu'on pourrait voir, eh bien, c'est sa vie d'immigré basique. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Il est arrivé en France, comme tout le monde, sauf que lui, il est arrivé en France avec un faux passeport français. Voilà. Et donc, c'est ça son parcours, il est arrivé parce qu'il a fait la guerre. Bon, bref. Et donc, il arrive, mais le problème, tout de suite, on se rend compte que il n'est jamais arrivé à s'intégrer, ce monsieur-là. Il n'est jamais arrivé à avoir des vrais copains, des enfants, à se marier, à faire sa vie. Et ça, tout de suite, on va s'en rendre compte. Parce que là, il est en couple. Il dit être en couple. Mais sauf que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a sa compagne, donc mais sa femme, ce qu'il a appelé sa femme, donc Josiane, eh bien, ne comprend pas d'où lui vient cette forme d'éparpillement, cette forme de finalement de toujours parler d'ailleurs, de toujours parler autrement, parler comme quelqu'un qui est habité par autre chose, par un passé qui s'est incrusté comme ça, comme quelque chose de solide, donc on ne peut pas vraiment débouter, qu'on ne peut pas. Dont elle finit d'ailleurs par avoir peur. Peur et marre. Bon, et donc ça c'est la première couche. La deuxième couche, et tout de suite on en passe, la deuxième couche, eh bien c'est la couche de sa vie, les rêves qu'il a fait, qu'il faisait lui avant d'arriver sur la terre parisienne, la terre française. Eh bien tous ces rêves-là, il s'est rendu compte que ce sont des rêves qu'on ne peut pas réaliser. D'ailleurs, il se rend compte que, eh bien, les rues parisiennes, contrairement à ce qu'il entendait, que les rues parisiennes, il fallait juste se baisser pour avoir et même les clochards avaient des tubes. L'envers du décor. Justement, il se rend compte que, voilà, c'est un peu, comme on dit, c'est des rêves qui ne sont pas réalisables, de la désillusion totale. Ça, c'est la deuxième couche. La troisième couche, on vient évidemment à son histoire de la guerre. La guerre qu'il a fui, les gens qu'il a tués. Alors, vous parlez de la relation avec le fantôme, c'est ça? Ben, c'est un peu comme le fantôme du quai d'en face, c'est toujours le prolongement. C'est un peu un prolongement. C'est un lien évident. Le lien, il est évident. Alors, je vais vous interrompre, Yannick Sonda.
On va écouter les questions de Shérif Tabiou. Je garde bien cette question du lien avec... Avec le fantôme du quai d'en face. Bonjour, je m'appelle Shérifa, auteure du blog Bouquinland sur lequel je partage mes lectures. Et je suis ravie de participer aujourd'hui à l'émission Les Lectures de Gangeus autour du livre Confession d'une sardine sans tête de Guy-Alexandre Sounda. Je ne connaissais pas cet auteur et je dois dire que j'ai été agréablement surprise de découvrir la beauté de l'ouvrage. D'ailleurs, le mot de l'éditeur au tout début du livre résume parfaitement cette beauté à travers la richesse du vocabulaire utilisé, mais également à travers la fantaisie omniprésente tant dans l'histoire que dans le vocabulaire ou dans le choix des mots. Alors ensuite, j'ai été également séduite parce que l'auteur arrive à nous embarquer avec un certain brio dans l'univers complètement fou, c'est le cas de le dire, de Fabius Mortimer Bartosa, le personnage principal. Et il arrive en fait à nous embarquer dans un récit étourdissant à travers les délires et les divagations de Fabius, dans un monde où se côtoient à la fois l'imaginaire et la réalité. Donc maintenant, je vais passer aux questions que j'ai à poser à l'auteur. La première question, c'est une question que j'ai eue au tout début du livre. C'est pourquoi l'auteur a privilégié l'usage du langage des signes comme moyen de communication entre Fabius Mortimer Bartosa et le narrateur. Vous voyez, on revient toujours à ce que j'ai dit au départ. Cette forme de, on a besoin toujours que nos mots ou que notre langage soit complété, qu'on modifie par ailleurs, même augmenté pour être plus compris. Parce que, vous voyez, je dis une chose, mais elle peut être comprise autrement, et à la fin, il y a toujours cette forme de malentendu finalement. Et donc moi j'ai privilégié le langage des signes pour permettre à l'autre d'entrer dans le monde de Fabius Mortimer Bartosa. Parce que évidemment c'est un choix de style, mais au-delà du choix de style, il y a aussi le fait que Fabius Mortimer Bartosa a perdu sa parole. Et donc ça devient aussi pour, en ce qui concerne, ça devient, en tout cas pour l'écouteur, on va dire un combat, on va dire une épreuve, parce qu'il va se donner pour tâche de redonner la parole, de faire le tout possible, de redonner la parole à Fabius Mortimer Bartosa. Donc c'est un petit peu simple. C'est pour ça que, autrement, la complexité que j'ai introduite entre les deux, c'est que, évidemment, c'est difficile aujourd'hui de venir comme ça, je vous dis, je vous raconte mon histoire, mais ça ne se passe pas toujours comme ça dans la vraie vie. Eh bien, les vrais, on va dire, les relations ou les rapports humains, les vrais en tout cas, se basent toujours à partir du moment où, en tout cas, moi, j'entre dans ton univers, ou vous entrez dans mon univers à moi. Et comment est-ce qu'on peut rentrer dans l'univers de l'autre? Eh bien, c'est peut-être aussi à travers les mimiques, à travers les signes, pas toujours à travers les mots, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, peut-être moi, je me révèle plus à travers comment je bouge, moi. Et peut-être que les mots ne cadrent pas avec ce que je suis réellement. Et donc, à travers les mimiques de Fabius Mortimer Bartosa, en tout cas, ces mimiques-là permettent à l'écouteur d'entrer dans son univers et d'aller au-delà même de sa parole, d'interpréter sa parole, de lui donner vie. Voilà comment je pourrais, en tout cas, le choix que j'ai eu, et même peut-être pas au-delà du choix, mais ça s'est imposé, voilà, cet aspect-là s'est imposé de lui-même. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Alors, on va écouter une deuxième question de notre ami Shérifa Tabiou. Ensuite, j'ai une deuxième question qui m'est venue en fait devant le réalisme des divagations et des délires de Fabius. C'est comment finalement on parvient à décrire avec autant de réalisme les chemins tortueux de la folie. Bon, alors je vais essayer d'aller plus, pour ne pas me répéter, mais pour écrire, en tout cas, disons, pour écrire Fabius Mortimer Bartosa, je me suis rappelé des moments
moi-même mes moments où mes moments d'égarement, mes propres égarements, mes propres mes propres perditions, mes propres délires. Je me suis représenté. Et ça, c'est en ça que le boulot, enfin, en disant que mon statut de comédien, artiste comédien, m'a beaucoup aidé parce que j'ai fait appel à mes capacités d'interprétation, pouvoir interpréter un personnage. Et donc, mais là, pour le coup, il n'y a pas de texte. Le texte, il fallait que je l'écrive. Mais moi, je me suis d'ailleurs mis dans la tête de ce monsieur-là. Et justement, j'ai puisé autour de moi. J'ai pris beaucoup autour de moi des gens des gens apparemment sains, mais qui sont complètement à l'ouest. Et donc, je suis parti de là d'abord, de ma propre expérience et de l'expérience des autres, pour créer cette sorte de mélange-là, de chair et de sang, qui ne soit pas simplement fruit de l'imagination, mais qui corresponde réellement aux gens que l'on croise tous les jours. Surtout par rapport à l'histoire qu'il allait raconter, il fallait que ça soit crédible. Et donc je ne suis pas allé très loin. Je suis allé au fond de moi-même. D'accord. On va écouter une dernière question de Sherifa Tabu. La troisième question que j'ai à poser à Guy Alexandre Sounda, c'est une question qui m'est venue en lisant une interview de l'auteur dans lequel il se décrit lui-même comme un jongleur de mots. Et cette troisième question, c'est quel conseil l'auteur donnerait aux écrivains en herbe qui aimeraient se démarquer des autres auteurs. Et voilà. Merci beaucoup. Quel conseil? Moi, le seul conseil, c'est de suivre surtout leur intuition, leurs émotions. De ne pas trop, parce que de toute façon, on écrit comme on est. Je ne crois pas qu'on puisse utiliser des mots qui ne nous appartiennent pas. En tout cas, moi, je n'utilise pas les mots qui ne m'appartiennent pas. Du moins, je ne parle pas de vocabulaire. Je parle plutôt des mots que je sens, mais que je fais vivre, enfin qui tournent dans ma tête et auxquels je donne de la couleur. Parce que après, je vais juste chercher le signifiant dans le dictionnaire. Mais tel que ça grouille dans ma tête, tel que ça se mélange, eh bien, ça c'est moi, ça. Et quand ça ressort sous forme scripturale. Mais avant tout, c'est avant tout mon propre fond. C'est ce que je suis. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas chercher déjà à faire l'écrivain. C'est d'écrire comme l'on est, comme on le sent. Et c'est sûr que si l'on fait comme ça, tout de suite, l'autre qui nous lira le sentira très bien. Qu'on ne fait pas l'écrivain, parce qu'on ne fait pas l'écrivain comme on ne fait pas le comédien. Il faut être soi-même. Alors, Fabius Mortimer Bartosa, je vous invite, non, je fais exprès, Guy Alexandre Sounda, vous invite à écouter une nouvelle lecture de Fabius Mortimer Bartosa, faite par Dominique Eurodépris. Confession d'une sardine sans tête, Guy Alexandre Sounda. J'ai donc raconté à Serge de Montreuil que la guerre avait vu le jour un mardi soir à La Vie est belle, quand la bière est fraîche, le nouveau bistrot qui attirait tous les noceurs de Gombo-la-Capitale, ouvert de 6 heures du soir à 6 heures du matin, au croisement de l'avenue des Chars et de la rue des Martyrs, où les bérets rouges se retrouvaient chaque fin de mois pour boire leur salaire aussitôt après l'avoir empoché. La bière y était plus fraîche que dans les bars limitrophes et la musique une dizaine de fois plus forte. C'était le nouveau royaume de la beuverie. Tous les soirs, le tenancier, un douanier qui se vantait d'avoir plus de 30 poteaux dans sa famille, offrait, en guise de médaille, une bombasse aux clients qui pouvaient, à lui tout seul, avaler 35 bouteilles de bière. Une pure folie. Les ivrognes se bousculaient, se grattaient le nombril, braillaient de désir. Les vieux du quartier nous avaient avisé que ce bar était le prélude de l'enfer et qu'il avait été construit exprès pour noyer le peu d'humanité qui restait en nous. Ne mettez jamais vos jambes là-dedans, sinon vous en sortirez avec un corps vide et une âme détournée. Mais tu parles, nous y allons tous. Confession d'une sardine sans tête, Guy Alexandre Sounda.
Alors, voilà, donc nous avons sur cette lecture, on poursuit notre écoute de Fabius Mortimer Bartosa. On est face à l'homme, face à ce désir à la fois d'écoute et ce désir de parler. Et on commence à voir poindre des questions qui sont liées à l'endroit d'où il est parti, le point de départ peut-être de sa folie. Alors c'est c'est la dernière étape de la couche, des différentes couches, des différentes strates du personnage qui nous permettent d'avoir accès au mécanisme de la folie chez lui. Il a été milicien pendant la guerre civile congolaise. Mais là, vous prenez le temps d'abord d'expliquer le profil de cet homme, son enfance, son adolescence, avec un père artiste, une mère passionnée de son mari, et comment du jour au lendemain, le maire de la commune le père est exécuté par un béret rouge. Alors, par erreur ou pas, la question n'est pas là. La folie du pouvoir en place fait que le père disparaît et la vie de cet homme bascule. Ben, c'est ça, c'est parti de là. Vous voyez, quand on parle, quand on regarde un petit peu son enfance, on va dire que c'était une enfance dorée, en tout cas pour lui. Il a vécu une enfance dorée au milieu de ses parents, avec ses parents, artiste, mère, donc femme au foyer, commerçante, vendeuse de beignets, voyez. D'ailleurs, vous partez déjà du départ du père, hein, vous expliquez voilà. Comment le père émigre de la ville, du village vers la ville. Donc les deux, ses parents sont venus, ils ont fui l'obscurité du village. Ouais. Ils ont fui presque cette noirceur-là. En tout cas, ce pays, ce village, dans lequel, en fait, de toute façon, ils disaient, leur avenir n'était pas là. Alors un jour, pendant que la mère... L'avenir, c'est pas que l'avenir n'est pas là, c'est que le mariage qui était prévu n'est pas celui que les parents voulaient. Bah non, c'était pas ça. Voilà. Donc du coup, il y a aussi, ils étaient jeunes, ils étaient très jeunes, ils s'aimaient en cachette parce que c'était pas permis par rapport à la coutume et tout ça. Et donc, la femme, donc la mère de Fabius Mortimer Bartosa était promise à quelqu'un d'autre, un marchand qui venait là, en tout cas, le côté pécunier était assuré. Alors, elle n'était pas d'accord. Elle se sent enfuie, tous les deux, ils se sont enfuis pour la ville. Et ils arrivent, donc voilà commence un peu l'histoire de cet homme-là, qui va commencer par faire des petits métiers, et jusqu'à, finalement, un jour, il se dit, encouragé par sa femme, il dit, et pourquoi tu retournerais pas à tes dessins ? Parce qu'autrefois, quand tu étais enfant, eh bien, on se rappelle que tu peignais même au crayon, même à la craie sur les murs de ta chambre, tout ce que tu regardes, tout ce qui se passait sous les yeux, tu peignais, et partout. Et pourquoi tu reprendrais pas cette passion-là ? Et voilà comment le monsieur, encouragé par sa femme, va plutôt se remettre à sa passion d'enfance, qui va choisir plutôt devenir un artiste, on va dire un plasticien professionnel, un peintre professionnel. Un peintre total, puisqu'il va tellement au bout de son projet qu'il commence à dessiner des moustaches. Voilà, qui commence à dessiner d'abord des visages et des bouches de toutes sortes, des bouches tordues, des bouches renfrognées. En tout cas, c'est devenu, il va pousser le symbolisme très loin, que ça va finir par agacer presque agacer, mais même plus que ça, ça va par déranger le pouvoir. Et le pouvoir ici qui est représenté par le maire du quartier. Le maire du quartier, un jour, donc le père de Bartosa va donc faire un dessin, c'est ça qui va causer sa perte, il va dessiner une moustache sur le front, en tout cas, d'une femme. Et ça c'est un petit peu ça le délit. Comment coller une moustache sur
sur le front d'une dame. C'est pas possible, il faut l'enlever. Et c'est pour ça que le maire décide de casser, parce que ce dessin était sur le mur de clôture. Et donc, il va décider à le faire casser. Et voilà, donc en tout cas pour ceux qui liront, je n'en dis pas plus, pour ceux qui liront le livre, ils vont découvrir comment et pourquoi est-ce que ce monsieur-là, donc le milicien, en tout cas le militaire, et dans le roman on parle des bérets rouges. Et donc c'est un petit peu les gardiens du pouvoir. C'est eux qui terrorisent la population. Donc il va arriver pour demander au père de Fabius d'enlever ce dessin-là. Et il va s'en suivre justement un dialogue qui va finir par un coup de feu. Et voilà, le point de départ de la folie de Fabius Mortimer Barthosin, qui a vu son père se vider de son sang, qui a vu son père finalement mourir, qui a vu un peu, c'est absurde, je veux dire que ce côté, un peu le côté absurde de la vie qu'il menait. Et tout est parti de là. Et le reste ne va faire que justifier finalement. Il va chercher à se venger de son père. Et lorsque arrive la guerre, c'est une opportunité. Je veux t'interrompre. Je vous propose d'écouter les questions de notre lecteur. Bonjour à tous. Je suis là pour poser des questions à Guy Alexandre Sounda, car j'ai adoré son livre Confession d'une sardine sans tête. Guy Alexandre, ma première question pour vous va être quand vous écrivez cette histoire de Fabius Mortimer Barthosin en prenant le parti de vous mettre dans la tête de quelqu'un qui concrètement devient fou et plongé dans la folie, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre le lecteur? Est-ce que en faisant toutes ces digressions dans le temps, dans le sens, en complexifiant comme ça votre récit ou votre narration, est-ce que vous n'avez pas eu peur de perdre le lecteur? Est-ce que vous n'avez pas eu peur que le lecteur se lasse et décroche? Je trouve que c'est une très bonne question et je suis assez curieux d'avoir votre... Bon, c'est une très bonne question, comme on dit. Mais voilà, cette histoire-là, je l'ai écrite pendant 3 ans. Ouais. Moi, je l'ai vécu comme une transe. Ah. Ouais. Je l'ai vécu comme une transe et évidemment une transe. Une possession, évidemment. Des fois, entre minuit et 2, quand je me levais pour écrire, il fallait que je le convoque, ce personnage. Parfois, des fois, il n'était pas là. Le convoquer, c'est-à-dire que le visualiser, le revoir. Parce que chaque fois quand je vais me coucher, je ferme l'ordinateur, je suis parti. Je reviens, demain il faut le convoquer. Et des fois, il n'arrive pas. Des fois, quand je dis il n'arrive pas, il ne vient pas, c'est-à-dire que je n'arrive plus à le visualiser tel qu'il était là. Donc ce n'est pas seulement une question de mots, ni de digression, mais c'est surtout une question, c'est comme invoquer cette présence-là pour moi. Et donc, bien évidemment, je ne pensais pas au lecteur. Je ne pensais pas à ceux qui allaient lire cette histoire. Mais moi, je me suis laissé guider par lui qui voulait parler, qui voulait que les autres découvrent son histoire. Mais découvrent son histoire non pas par rapport à ce que moi je voulais qu'il dise, mais à ce qu'il voulait lui, qu'il dise lui-même. Donc vous voyez, je me situe non pas en tant que peut-être j'écris et que j'influence, non, c'est le personnage qui m'a utilisé, je pourrais dire. Parce que finalement, je dis, il est quelque part. Je veux dire que les gens de son espèce, enfin les miliciens ou les rebelles qui ont tué des gens, mais on en voit, on en rencontre. Dans Paris, des Congolais, des ninjas ou des cobras à l'époque qui ont fait la guerre, qui ont fait cette guerre-là. Beaucoup, en tout cas, vivent ici en France. On les voit dans les fêtes. Mais ce qu'ils disent ou ce qu'ils vivent dans leur tête, personne ne sait. Leur nuit, comment passe-t-il leur nuit? Donc moi, c'est comme si quelque part, cette voix-là m'a appelé.
Donc, évidemment, à la fin, quand je livre, quand je finis l'histoire, c'est à ce moment-là que se pose peut-être la question, est-ce que il est lisible? Non, est-ce que l'histoire est lisible? La lisibilité de l'histoire, eh bien, pour répondre à mon collègue, eh bien, pour moi, c'était le cadet de mes soucis. Parce que c'était pas moi qui écrivais l'histoire, c'est lui qui écrivait l'histoire à travers mes mots. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours écrire des choses simples. Parce que pour moi, l'écriture, c'est pas ce que je veux. C'est des questions, c'est des choses qui s'imposent à nous en tant qu'écrivain. En tout cas, le rythme est impressionnant et on se dit, s'il perd du rythme sur la fin, ça va être compliqué. Et en fait, il y a une constance, il y a un rythme qui nous embarque et qu'on n'a pas envie de lâcher. Et c'est l'une des premières caractéristiques de ce livre, le style. Je vais donner encore la parole à Joss Dozen, qui a d'autres questions à vous poser. La deuxième question, c'est, j'aimerais savoir du point de vue de l'auteur, est-ce que le dramaturge que vous êtes vous a aidé à rentrer dans la peau de quelqu'un qui est dans la folie? Est-ce que le simple fait d'être auteur, d'être écrivain, ça vous aurait suffi à vous plonger dans la peau du fou, ou c'est votre côté dramaturge, ou est-ce que c'est votre côté homme de théâtre qui vous a aidé à encore mieux rendre l'âme de quelqu'un qui devient fou? Très bonne question. Ouais, je glisserais même, je pense à Sony quand je lis votre texte. Lui aussi dramaturge, avec une écriture très théâtrale, très visuelle. C'est ça. En fait, je parlais tout à l'heure de transe, donc d'interprétation, de se mettre dans la peau du personnage. Ouais. C'est un petit peu le b.a.-ba du métier de comédien, donc il faut se mettre dans la peau du personnage. Donc je n'ai pas été qu'écrivain, en tout cas auteur-écrivain sur ce texte, j'ai été aussi acteur. J'ai aussi interprété le personnage, mais l'interpréter un petit peu comme en improvisation. C'est-à-dire que le texte n'est pas là, mais il faut d'abord interpréter l'homme, le corps. Il faut le voir, il faut lui donner de la matière, il faut lui donner une âme, il faut lui donner. C'est d'abord, pour moi, en tout cas, dans mon processus d'écriture, c'est comme ça que je procède. Pour moi, le récit, les personnages ne sont pas que on va dire scriptu, de façon, ils ne sont pas en tout cas conçus de façon scripturale, façon comme ça. Pour moi, c'est d'abord des gens que j'ai vécu, que je vois. Donc, évidemment, mon métier de dramaturge me donne de moyens, on va dire, de ressources pour essayer un peu de faire, comme on appelle ça, disons, une analyse de l'humain qu'il est, analyser l'homme, presque fouiller ses défauts, ses failles, parce que tu ne peux pas parler de quelqu'un si vraiment tu ne le connais pas. Moi, j'ai eu besoin de le connaître davantage, mais pas de loin, mais vraiment être même être lui. À un moment donné, je me suis pris à penser que j'étais lui. Mais ça, c'est grâce au fait que je suis par ailleurs dramaturge et comédien. Donc ce côté-là, eh bien, je pense que grâce à mon métier de comédien, je peux effectivement avoir une autre démarche quand je écris sur des personnages, évidemment. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur ce point. Une dernière question de Joss Dozen. Et ma troisième question, c'est est-ce qu'un jour un auteur congolais réussira à parler de cette guerre de 97 ou même celle d'avant, la guerre civile de 93, sont passés par l'ellipse? Parce que là, c'est vrai que vous parlez sans en parler de cette guerre-là, vous montrez les conséquences dans l'esprit d'un homme, mais il y a très peu d'auteurs
qui ont vraiment plongé dans cette réalité-là, en nommant les choses, en nommant le Congo. Et comme vous ne nommez jamais le Congo, c'est le Gombolo. Est-ce que un jour, un auteur congolais saura rentrer concrètement dans cette guerre et la narrer en mettant des noms, en mettant des mots, en mettant une réalité derrière? Merci. Alors, une toute petite correction. Vous parlez du gombo, le pays c'est le gombo. Le gombo. Le mot n'est pas neutre puisque le gombo c'est la corruption, c'est le Voilà. Makadishi, donc c'est un pays corrompu. Ça c'est d'une part. Et là encore, Joss met le doigt sur finalement le nerf de la guerre. C'est un roman sur la guerre civile congolaise. Et son impact sur les individus. Oui. Sauf que vous prenez une approche tellement sur le plan stylistique, tellement originale, que quand j'en discute avec les gens, ce qu'ils retiennent, c'est pas tellement le témoignage du milicien, mais c'est finalement sa folie qui est finalement le sujet le plus important. D'où la question de Joss. Est-ce qu'on peut aborder la question de la guerre civile congolaise maintenant de manière frontale? Dongala l'a abordé par le biais de la jeunesse qui s'oppose. Guillet l'a fait sous la forme du rapport entre victimes et miliciens. Mabankou sous la forme du couple. Vous, c'est sous la forme de la folie. Mais est-ce qu'il est possible d'écrire de manière frontale sur cette guerre en nommant les choses? Bon, ben oui, pourquoi pas. En tout cas, pour moi, peut-être un jour, peut-être dans l'ouvrage prochain. Après, c'est un problème de rapport. Moi, cette guerre, je ne l'ai pas vécue comme l'ont vécu ceux qui ont perdu. Voilà. Je ne l'ai pas vécu comme ça, frontalement. Donc, évidemment, en tant que comédien ou en tant qu'écrivain, mon approche ne peut pas être... en tout cas, quand on lit la trajectoire de Fabius Mortimer, oui, mais je le sur le terrain, hein. Oui, mais en même temps, c'est vrai, mais pour moi l'objet n'était pas la guerre. Oui, bien sûr. L'objet pour moi c'était pas la guerre, mais comme moteur, en tout cas la folie, qui était moi l'objet principal du roman, mais la guerre comme moteur, en tout cas comme moteur. Et tout est parti de là et tout ça. Bon, et puis en plus, donc pour moi, évidemment, mais tout n'est que question d'approche. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas évident. En tout cas, parce que écrire sur la guerre de façon frontale, en nommant le Congo, eh bien, ça demande peut-être aussi du temps, du travail, non pas pour décrire, mais du travail pour essayer de mettre des mots juste qu'il faut, parce que ça demande également, il faut mettre des mots qu'il faut par rapport à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a des gens, je peux vous donner un exemple, sur les événements du beach. Les gens qui ont disparu, les disparus du beach, aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup de textes, en tout cas sur le sujet. Moi, j'ai décidé de retravailler un petit peu sur ce sujet-là, mais de façon, comme on dit, de façon frontale, parce que j'ai des parents ou des amis qui ont disparu, qu'on ne verra presque plus, et le deuil n'a jamais été fait, et le travail même de réconciliation nationale, le travail même juridiquement, rien n'a été fait. Bon, ça, là, mais la guerre, j'ai eu peut-être un peu la sensation d'être comme de l'imposture, pour vouloir parler en tout cas de cette guerre que je n'ai pas connue personnellement, mais parler de cette façon que j'ai choisi moi de parler de cette guerre m'a paru peut-être plus crédible, parce que cela va de soi que l'histoire elle dépasse même le contexte de guerre du Congo, parce que elle prend plutôt le côté humain, le côté tout ce qui peut arriver de catastrophe, de désastre à l'humain que nous sommes, au-delà de la guerre, évidemment. Merci beaucoup. Guy Alexandre Sunda, Confession d'une sardine sans tête. Une sardine sans tête, c'est un fou. C'est ce qu'une tante expliquait
à Mortimer dans sa première crise de démence d'ailleurs. Donc ça part pas forcément de la guerre. Il avait déjà peut-être un grain dans la tête. Mais voilà, en tout cas, nous invitons les lecteurs à découvrir le texte. Nous allons faire une dernière lecture de ce texte avant de clore cette émission. Et nous donnons la parole donc à Dominique Rodépry qui assure ces lectures. Mais si je peux me permettre, un élément important par rapport au fait, pourquoi? Parce que les gens certains lecteurs m'ont posé la question, pourquoi il parle à une poupée? Bon, j'ai entre autres soulevé le problème de l'incommunicabilité, le problème de... Voilà. Mais il y a aussi, je suis parti d'une tradition, donc chez les Congos, qui consistait autrefois quand quelqu'un avait une maladie ou quelqu'un avait, on va dire une affection, voilà. Et, eh bien, le guérisseur ou le féticheur, le nganga, celui qu'on appelait le nganga, eh bien, il prenait un masque, il construisait un masque, en tout cas un fétiche, et c'était le transfert. Donc, toi, le malade, tu devais parler de ta maladie, en fait, à travers des rituels, à travers des rites bien définis. Et c'était le malade qui devait, comme on dit, transférer, mettre sous le fétiche, pour que sa maladie parte. Donc mis dans le contexte du roman, pour Mortimer Bartosa, la poupée, eh bien, symbolise donc ce masque-là. Donc une fois qu'il lui aura parlé, qu'il aura tout dit, eh bien, il était persuadé qu'il guérira. Voilà. Ce que je voulais, l'élément parfois qui passe inaperçu dans le roman, c'est celui-là aussi. Nous allons demander à Dominique Rodépry de faire sa lecture. Confession d'une sardine sans tête, Guy Alexandre Sunda. 16h32. Pendant presque une demi-heure, Fabius Mortimer Bartosa, alias Sardine sans tête, avait dansé torse bombé et yeux écarquillés sur une mélodie que lui seul entendait, car la chambre au mur gris, qui lui avait été allouée pour les besoins de la procédure, était silencieuse. Une mélodie sûrement saccadée, vue comme il remuait son bas-ventre, tout à l'horizontale, en dessinant avec ses pieds des cercles abrupts sur le plancher. Il dansait de colère, avais-je compris plus tard, une colère à te braver un fauve, comme disent mes parents. Je le guettais à travers l'or de bœuf grillagé de la porte. Il avait la soixantaine bien sonnée, le visage rondelé, des cheveux courts, un brin grisonnant, des épaules carrées, une barbe hirsute. Puis, il s'était recouché en chien de fusil sur son lit que je trouvais trop étroit pour ses jambes. Je vous explique. Il avait débarqué chez nous un vendredi matin vers 10h, escorté par 5 gendarmes en civil. Chez nous, c'est-à-dire à Fidel Castro, une sorte de centre de détention temporaire que le ministère de la Santé mentale a ouvert dans le nord de Paris, où je bosse comme écouteur assermenté. Ouvert pour des mal dans leur âme, des écorchés vifs, des déphasés complets, des déficients mentaux, des déjantés chroniques qui, pour une raison X, ou ils se rendent coupables de turpitude que notre société punit avec plus de fermeté qu'au siècle dernier. Guy Alexandre Sunda, nous tenons donc à vous remercier pour ce texte original. Je n'hésite pas à dire que sur cette année 2016, je le mets dans le top 3 de mes lectures parce que j'ai été littéralement bluffé. Non seulement bluffé à la fois par le genre, sur le propos, sur les thématiques abordées par le texte, mais aussi bluffé par le fait que j'ai lu votre premier texte. Ouais. Et c'est toujours intéressant de voir
Enfin, on peut même pas parler de progression. Là, on est dans un saut en hauteur. Voilà. Merci en tout cas pour ce texte qui nous ramène à la fois sur la condition de l'immigré, mais aussi sur la condition de celui qui part en exil, d'où il part, et d'une certaine manière, pour certains lecteurs, même français qui auront ce texte, il pose une certaine inquiétude, puisque finalement, on se dit, mais ces gens qui arrivent là, Qui sont-ils? qui sont-ils? Donc c'est une vraie offre. Une vraie problématique. Merci pour ce texte, publié aux éditions sur le fil. Nous remercions aussi les personnes qui ont participé à cette émission. Ralphanie Mwana-Congo qui a bien voulu faire la présentation de ce texte. Sherifa Tabiou qui est blogueuse et dont j'invite les lecteurs à découvrir son blog Bouquinland. Et notre ami Joss Dozen qui est merci à lui. écrivain et à la fois critique littéraire sur Agoravox. Merci beaucoup, Alexandre Sunda. Merci beaucoup. Nous remercions naturellement Dominique Europépri et Guy Padjak pour la réalisation de cette émission. Chers internautes, si vous voulez connaître l'histoire d'un fou, je vous conseille cette lecture. À bientôt.